Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel. On va vous remontrer ce qu'il s'est passé durant cette soirée de Super League avec deux matchs qui étaient au programme. Johan Lonfa a suivi cette soirée en notre compagnie. Sans trop vendre la mèche, Johan, est-ce qu'il y a un joueur, peut-être le MVP de la soirée sur ces deux rencontres pour vous ? Peut-être quelqu'un qu'on n'attendait pas, un joueur de Lugano. J'ai trouvé Milton Valenzuela assez percutant, virevoltant comme ça. Et puis, il a été assez dangereux aujourd'hui pour sa part. On le verra effectivement dans ce match entre IB et Lugano. Mais on va rentrer rapidement dans le vif du sujet avec l'autre rencontre qui était sur les coups de 18h avec un match très intéressant dans le bas du tableau. Winterthur Sion, un duel qui cette saison tourne très régulièrement, enfin 2 fois sur 2 tout simplement en faveur des Zurichois. En a-t-il été de même pour ce soir? La réponse avec Daniel Romano. Après diverses absences pour suspension et méforme, Mario Balotelli a refait surface à Winterthur avec le brassard de capitaine pour la première fois. Étonnant. Au quart d'heure de jeu, l'Italien voit Burkhardt échapper à Balthazar. Pas de faute du Brésilien selon M. Wolfensberger qui condamne par contre la main de Schmidt sur la frappe d'Ardaïz. Penalty pour Winterthur. De retour de suspension, Ramizi s'avance et ne tremble pas. L'ancien joueur de Xamax inscrit son 5e but de la saison et devient le meilleur buteur du club de la Schützenwiese. Sion n'a pas seulement fait des erreurs défensives sur l'action qui a conduit au penalty et à l'ouverture du score. La formation de Fabio Celestini a trop souvent été désorganisée. Explication de Carlos Varela. Quand on parle de la communication des centraux, là c'est pareil. Tout le match, il y a une communication entre le latéral gauche et le milieu gauche. Et là, en l'occurrence, Itai Tinga et Balthazar, ils doivent se parler, dire à Balthazar, sors pas. C'est moi qui viens sur lui et j'ouvre pas mon côté. Là, c'est de l'ABC de la défense. Manque de communication, mauvais placement, manque de respect des consignes. Il n'en faudra pas plus pour que Fabio Celestini ne choisisse d'opérer un double changement à la 40e minute. Balthazar et Choarev sortent pour Moubanje et Sio. Celestini opte pour l'expérience. Et au-delà de ça, il faut stabiliser l'équipe derrière. Mais comment s'y prendre? Je sais pas, si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de se tirer dessus, c'est trouver des solutions et être plus compact. Sion pas au point derrière, pas convaincant au milieu, ni devant. Seulement 2 demi-occasions en première mi-temps. Quand ça ne va pas, comme souvent, la solution peut arriver sur un coup de pied arrêté. Juste avant le double changement, Grgic avait trouvé Balotelli sur corner, mais Kuster avait bloqué sans problème. Et à la 42e minute, Balotelli, sur coup franc, cette fois-ci, propose un bon ballon à Schmidt qui n'accepte pas l'offrande. C'est tout, jusqu'à l'erreur de placement de la défense valaisanne qui permet à Ardaïz de partir seul au but en début de deuxième période. L'attaquant prêté par Lucerne est rejoint au tout dernier moment par Santini. Sion est spectateur, Winterthur n'en profite pas et pense plus à l'esthétique qu'au pragmatique. C'est beau, mais il n'y a pas de note artistique en football. Di Giusto voit son tir dévié en corner par l'Avanchi. Et Sion, dans tout ça, c'est beaucoup d'approximations et pas mal de frustration, comme ce jaune à Balotelli, auteur de cette réaction après une faute pourtant évidente sur Ardaïz. L'Italien frôlera même le double avertissement après ce geste presque sous les yeux de l'arbitre. Comme son capitaine, l'équipe valaisanne a été sur un fil du début à la fin de la rencontre. 82e minute. À peine entré, Korba gâche une immense occasion en envoyant sa frappe au-dessus. Et presque dans l'enchaînement, Ballet perd le cuir face à Cavaré qui centre et trouve Sio pour le 1 partout. Un but 100% de joker sur l'une des seules offensives valaisannes. Score final 1-1. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Donc on va se contenter de ce point aujourd'hui. Donc nous on a essayé de passer sur les côtés. Chose qui a été faite quand on a réussi à marquer. Mais je trouve que on ne l'a pas fait assez souvent. On va se contenter de ce point et rentrer à la maison. Sion empoche avec toutes les peines du monde son premier point en 3 matchs contre Winterthur, mais continue d'attendre une victoire depuis 10 matchs. Seulement 4 points sur 30 possibles. C'est trop peu pour une équipe qui, au moins, ne sera pas dernière au terme de cette 21e journée. On l'aura compris, le FC Sion n'aura pas été très convaincant dans l'ensemble de sa performance ce soir. Mais au final, on retiendra quand même le point positif. C'est-à-dire que si on réussit là où d'autres se sont quand même cassés les dents, aller réussir à égaliser à la Schützenwiese à la 86e, c'est quand même un joli point. Oui, je pense qu'il faut s'accrocher à ça pour les joueurs sédunois.
enrayé la spirale négative, les 2 défaites contre ce même adversaire. Ils sont revenus au score, certes un petit peu contre le cours du jeu pratiquement, mais enfin c'est quand même un bon point finalement pour le FC Sion qui laisse son adversaire derrière eux. Et puis le fait d'être revenu au score, oui, c'est toujours quand même quelque chose de positif au niveau du moral, mais au niveau du jeu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de lacunes et un plan de jeu qui reste encore un petit peu obscur. Et Daniel Romano l'a très bien dit, hein, on a un but qui vient du banc, donc il y a eu des changements à la 40e, des changements à la 60e, beaucoup de rocades, un changement de système également, des bonnes entrées notamment de Cavaré et de Sio. On peut parler d'un bon coaching là, de Fabio Celestini. Oui, il a réagi assez vite, hein. Changer 2 joueurs à la 40e, c'était presque une sanction parce qu'on voyait il voyait comme nous que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait absolument modifier, amener un peu plus de fraîcheur, de dynamisme, de mouvement. Il y en a eu un petit peu, même si c'était pas encore cela. On pourra dire que oui, le but venant sur le centre de Cavaré et de Sio, 2 joueurs qui étaient rentrés en cours de jeu, c'était plutôt un coaching positif de Fabio. On ne sait pas trop sur la soirée finalement si personne n'est content ou si tout le monde est content. Vous en pensez quoi? Non, je pense qu'on n'avance pas beaucoup quand on est dernier du classement ou avant-dernier de faire un match nul. Alors c'est un match entre 2 mal classés. Donc quelque part, Sion peut se contenter de ce match nul de nouveau qui laisse Winterthur derrière. Et puis c'est quand même un match à l'extérieur. Un public toujours assez fervent, le fait d'être revenu au score. Donc je pense qu'il faudra se rattacher à ça, mais au niveau de nouveau du jeu produit, de la solidité défensive et puis de l'impact offensif. Il y a eu de nouveau très très peu de tirs au but cadrés pour les Sédunois. Il y a encore du pain sur la planche. Mais point positif pour les 2 équipes, eh bien, ni Winterthur ni Sion n'est dernier de Super League. On le verra plus tard avec le classement. Un 2e match était au programme durant cette soirée avec un favori qui se détachait clairement. C'est Young Boys qui jouait à domicile et c'est quasiment du 100% à chaque fois un IB dans son Vangdorf face à Lugano. On ne peut pas dire que cette équipe tessinoise était en grande forme ces derniers temps avec 2 points marqués seulement sur les 3 derniers matchs. Mais bon, le football, eh bien, il est parfois surprenant et Lugano domine la première mi-temps avec notamment des actions dans le jeu avec à chaque fois à la 7e et à la 8e minute des reprises de Mahmoud. Là c'est du pied, ensuite ce sera de la tête, ça aurait pu faire 1-0. Oui, puis c'est une grosse occasion parce que le centre en rétro, on connaît la qualité de cette arme offensive et idéalement placée pour reprendre et donc le tir qui est trop enlevé, c'était déjà une grosse alerte pour les joueurs de la capitale. Et là, on a vu des soucis de relance côté Young Boys. Celle-ci, elle est encore plus grosse, j'ai envie de dire, d'occasion. Ça doit finir au fond. Oui, parce que là, on est à bout portant, on est presque plus proche que du point de pénalty. Le centre est parfait, et puis il y a un manque de précision, de justesse technique sur la finition. On le disait, des actions dans le jeu, et là, on a encore une action sur coup franc, ce coup franc de Tselar. Alors, l'arrêt de Ratiopi est magnifique, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, eh bien, on n'a pas vu d'occasion de Young Boys. Pratiquement pas, donc on était très déçus de voir cette entrée en matière très laborieuse du leader du championnat contre une équipe qui doute actuellement. On n'a pas vu du tout une équipe douter, on a vu une équipe en plus décimée par les blessures. Il y avait 3-4 titulaires absents, notamment en défense. L'équipe de Mattia Crocisorti a fait plaisir parce qu'elle s'est ouverte. En tout cas, elle a joué un jeu offensif. Elle a été titillée, je dirais, l'arrière-garde de Young Boys. Peut-être qu'elle a vu le dernier match de la dernière journée contre Saint-Gall, où Saint-Gall, pendant la première mi-temps, a été très, très dangereux. Donc, ils ont vraiment voulu gêner aux entournures Young Boys et ils sont vraiment bien parvenus. Et ça aurait pu d'ailleurs refroidir, en fait, de se dire on veut faire comme Saint-Gall, mais finalement, ils prennent 5-1. Là, c'est quand même courageux d'y aller comme ça contre IB après ce fameux 5-1. Oui, c'est juste. Mais la deuxième mi-temps a été un sens unique. Mais la première mi-temps, certes, Young Boys était revenu à 2-1, mais vraiment énormément d'occasions. Je pense que le point faible actuellement, on ne le voit pas tellement parce que cette équipe de Young Boys domine le championnat, mais le point faible de cette équipe est peut-être l'organisation défensive. Des fois, ils s'ouvrent trop à l'offensive, ils oublient les rudiments, je dirais, de défense et ça, les équipes qui osent entreprendre quelque chose peuvent aussi en profiter. En tout cas, c'est ce qu'a fait Lugano sur la première mi-temps.
Vous m'avez parlé d'un joueur en tout début d'émission. Il s'agit de Milton Valenzuela et on va le retrouver au départ de l'action, à la fin de l'action pour le but luganais marqué à la 38e minute. C'est son premier goal pour l'Argentin sous les couleurs des Bianconeri. Magnifique action luganaise. Ouais, c'est une action de jeu construite. Alors elle finit un peu chanceusement. Parce que finalement Valenzuela qui fait cette jolie transversale vient à la réception du centre et rate un peu sa reprise, qui est mal interprétée du reste par et Ratchopi et Lustenberger, peut-être plutôt d'ailleurs Lustenberger que Ratchopi. Donc un peu de chance à la finition, mais bon, ça avait quand même, on voit 3-4 Luganais dans la phase finale, dans les 16 mètres pour finir les actions. On en a vu plusieurs de ces genres d'actions. Donc ça a couronné en tout cas le mérite et l'audace des Luganais, en tout cas sur cette première mi-temps. Parler de cette audace, on a dit courage également. Est-ce que IB, Vicky ont peut-être été surpris de voir Lugano rentrer comme ça sur le terrain? C'est pas forcément une habitude de l'équipe de Mattia Crocitorti. Non, justement, quand elle joue à l'extérieur, c'est une équipe qui va bien à l'extérieur. Elle est 3e du championnat, sauf erreur, à l'extérieur, donc une équipe difficile à manœuvrer, qui souvent est très défensive dans son approche et qui joue par contre. Et là, c'est vrai que ce n'était pas du tout le cas. Alors certainement parce qu'on a parlé de ses absences et que Mattia Crocitorti a dû remodeler son effectif, a joué dans d'un dispositif tactique totalement différent. Et ils ont été les chercher. Et ça a pu peut-être un peu surprendre les hommes de Rafael Vicky. Et il y avait également notamment Ousmane Doumbia qui n'était pas du tout à son poste puisqu'il a joué dans la défense à 3 de cette formation luganaise. On le disait à la mi-temps, les murs devraient trembler dans le vestiaire bernois. Et en l'occurrence, ça a été plus ou moins le cas parce que la réaction, elle est immédiate en deuxième mi-temps, 47e. Et ce but marqué par Jean-Pierre Nsamé sur un centre splendide de Roudani. Là, quand même, la réaction de champion. Oui, beaucoup plus d'entrain dans cette rentrée en matière au niveau de la deuxième mi-temps des joueurs de Young Boys. Avec plus de mouvement, plus d'allant offensif, plus de courses et plus d'agressivité aussi au niveau des duels. Et donc, c'est un petit peu de manière assez logique que cette occasion se termine au fond pour les joueurs de la capitale. Oui, et Jean-Pierre Nsamé qui marque son 13e but de l'exercice. C'est le meilleur buteur du championnat. Il a encore prouvé qu'il suffisait d'une action, d'une étincelle pour aller marquer. Et d'ailleurs, vous aimeriez, Johan, mettre quelque chose en exergue, sa course, je crois. Oui, mettre en exergue la course de l'attaquant. On parle souvent, on pense que c'est facile finalement d'être... On se demande pourquoi il arrive à être devant, à devancer le défenseur. Mais ça, c'est la science, un petit peu le flair et l'instinct de l'attaquant au niveau de sa course. Donc là, on l'a mis en exergue. Il fait le pivot sur la première partie de l'action, puis un relais entre deux joueurs. Et puis voilà, un attaquant normal ou peut-être aurait la tendance à plonger au premier poteau. Regardez la position des pieds de son défenseur. D'après là, on voit qu'il est un petit peu statique et justement, Nsamé ne l'est pas. Fait cette course de retrait pour pouvoir plonger au premier poteau. C'est ça qui lui permet d'avoir un temps d'avance face à Daprella qui est un petit peu les pieds un petit peu plus statiques et permet de dévancer son attaquant. C'est des petits détails au niveau de la tenue des pieds, de la course, mais ça fait toute la différence quand on est un attaquant de la classe de Nsamé. C'est ce genre de course qu'on répète semaine après semaine. C'est vrai qu'à ce moment-là du match, on se disait quand même, là, IB qui marque à la 47e, la deuxième mi-temps risque d'être longue pour le FC Lugano, mais ça n'a pas forcément été le cas. IB s'est à nouveau un tout petit peu endormi et ce sont même les Luganais qui vont se créer des chances de but. On est en zone offensive pour IB, mais perte de balle, ça va très vite en contre-attaque avec Tselar qui est en contre. Alors, finalement, c'est un arrêt, on va dire, assez facile pour Ratchopi, mais il y avait du monde en contre et c'est parti très vite. Oui, c'est la grande qualité des Luganais, c'est pouvoir se déployer assez rapidement en contre. C'est vrai que là, le centre est peut-être mal ajusté, ou en tout cas Ratchopi qui arrive à lire la trajectoire. Mais oui, les Luganais n'ont pas fait que défendre, même dans cette deuxième mi-temps. Ils ont su se créer des occasions en se postant à 3 à chaque fois, minimum. En phase finale. Et là, avec un peu plus de réussite, ça pouvait finir au fond. Il y a eu un contre favorable au début, mais Ratchopi ne fait pas tout juste. Et sur le rebond, ça a bien failli finir au fond.
Oui, Ratchopi qui aurait dû, à mon sens, boxer ce ballon. Il veut se la remettre et c'était très dangereux. Heureusement qu'il est prompt à intervenir et qui souffle avec la main le ballon hors de portée de l'attaquant luganais. On est quasiment à la fin de cette rencontre, mais il y aura encore une balle de match de chaque côté, tout simplement avec IB tout d'abord qui va aller de l'avant et on va retrouver Jean-Pierre Nsamé en très très bonne position avec Ugrinic qui va le trouver parfaitement au départ de l'action. Il était entré en jeu. Superbe action bernoise et superbe arrêt aussi de Saipi. Oui, tout est magnifique. Autant la remise de l'extérieur de Roudani, sauf erreur. L'appel de nouveau de Nsamé qui arrive à se libérer. Et puis un arrêt un petit peu miracle de... aidez-moi de Saipi. Voilà, ça avait le poids du 2-1. Comme souvent, Young Boys joue peut-être pas extraordinairement bien, mais finalement gagne à la fin. Là, ça n'a pas été le cas, mais on est passé vraiment tout proche. Et il y aura également un arrêt de l'autre côté. Mais là, on est vraiment au bout du temps additionnel. 96e minute, avec un entrant également qui va faire la différence. Boris Babic, l'ancien Saint-Gallois. Alors, l'arrêt est peut-être moins impressionnant de la part de Ratchopi, mais ça montre que jusqu'à la fin, Lugano est allé de l'avant. Exactement. Ils se sont montrés... intéressé, je dirais, à aller chercher un peu plus que ce match nul jusqu'à la fin. Et de nouveau, ce n'est pas un contre isolé avec un joueur qui essaye de partir en contre pour affronter le gardien Ratchopi. C'est 2, 3 ou 4 joueurs de Lugano qui terminent cette action. Donc finalement, c'est un résultat qui est, je pense, encourageant pour les Luganais qui restaient sur une série un petit peu négative, d'aller faire un match nul et surtout de proposer ce jeu-là doit leur servir de moteur pour la suite. C'est surtout la confiance qui risque de revenir parce que on l'avait dit en tout début de soirée, faire 2 points sur 3 matchs contre Getse, Winterthur, Lucerne. Alors oui, il y a quand même 2 points, c'est pas que des défaites, mais la confiance n'était pas au top, alors que là, c'est un nul contre le premier, ça change tout. Oui, en foot, tout va très vite, surtout avec cette équipe de Lugano qui est capable d'enchaîner des séries positives et puis d'avoir des couacs pendant un certain moment. Mais voilà, je pense que c'est une équipe qui actuellement compte beaucoup d'absents et l'esprit d'équipe a aussi parlé aujourd'hui pour accrocher ce match nul. Je pense que le gros point à travailler pour les Luganais, c'est à domicile, voire enchaîner sur des victoires à domicile, imposer un peu plus de jeu parce qu'à l'extérieur, ils sont vraiment difficiles à manœuvrer. On a des intervenants évidemment au bord du terrain avec notamment l'un des défenseurs du FC Lugano qui a fait un très bon job ce soir, c'est Ayrizi. Chnik Ayrizi, un partout entre Lugano et Young Boys. Si on vous avait dit ça avant le début du match, je pense que vous auriez été satisfait. Après le match, vous pouvez presque vous montrer déçu de ce résultat. Ouais, on peut dire les deux. Après, on essaye de revenir en deuxième mi-temps avec la même mentalité. On prend un goal bête où il faut une belle action quand même. Mais je ne vais pas dire qu'on est déçu. On va prendre ce point avec nous et on va continuer comme ça. Effectivement, vu les circonstances, surtout avec toutes les absences côté défensif, c'est quand même une excellente prestation qu'a réalisé Lugano ce soir. Oui, exactement. On a fait ce qu'on devait faire. Nos objectifs, ils sont pour moi atteints. Et comme j'ai dit, on prend ce point avec nous et on continue comme ça pour le prochain match. De votre côté, on a vu que vous avez payé votre personne, vous avez pris un coup sur la cheville, un coup sur la tête. Est-ce que ça va ce soir? Vous allez encore bien après le match? Oui, ça va. C'est ma mentalité, je suis comme ça. Et mets le pied, s'il faut, je dois mettre la tête. Ouais, bonne mentalité effectivement de la part des Luganais. C'est pas facile un match à tenir des joueurs comme Eaton, Montero, Fasnart ou encore Jean-Pierre Nsamé. Ça tombe bien, on l'a à l'interview également. Jean-Pierre Nsamé, un partout entre Lugano et IB ce soir. Est-ce que vous êtes vraiment, vu la circonstance, on va recommencer. Je me suis planté. Jean-Pierre Nsamé, un partout entre IB et Lugano ce soir. On peut se montrer pas très satisfait vu le résultat, mais vu ce qu'on a vu sur le terrain, il y a quand même une certaine logique. Une logique, oui et non, parce qu'ils ont bien joué. Nous, on n'a pas su mettre l'intensité qu'on devait mettre, surtout en première mi-temps. On était un peu en retard sur les deuxièmes ballons. Après, on revient avec de meilleures intentions en deuxième. Et puis, il y a la dernière occasion où on peut gagner le match sur ça. Mais après, de l'autre côté, on peut le perdre aussi. Anthony fait un super arrêt. Donc, ouais, je pense qu'à la fin du match, l'équipe
l'équipe qui mettait le but, je pense qu'elle aurait gagné. Donc, mais à nous de tirer leçon de ce qui s'est passé aujourd'hui et de corriger ça pour les prochains matchs. Vous parlez avec votre entraîneur au début de match qui est peut-être inconsciemment une baisse d'intensité de votre côté vu l'avance que vous avez en championnat. Est-ce que finalement ça n'a pas un peu compté aujourd'hui? Est-ce que vous n'étiez pas assez mort de faim sur le terrain? Non, je pense pas. Je pense que c'est normal. Quand on est devant, toutes les équipes veulent nous battre. Elles viennent, elles veulent marquer contre nous. Donc il va falloir qu'on s'habitue parce que ça va être ça jusqu'à la fin. Rien ne nous sera donné. Ça sera à nous d'aller chercher les points, d'aller chercher les victoires. Mais aujourd'hui, il faut aussi retenir qu'on a bien réagi à la maison. Maintenant, à nous de continuer comme ça et d'agir sur les prochains matchs au lieu de réagir. C'est un peu ça qui a manqué déjà la semaine dernière face à Saint-Gall, même si vous aviez après passé largement l'épaule. On sent que vous êtes plus en réaction justement. Vous attendez d'être un peu mené au score pour réagir. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Comme vous dites, c'est un peu la même chose, même si on s'était dit en début de semaine que le score contre Saint-Gall n'a pas forcément reflété le match, surtout la première mi-temps. Mais on a su concrétiser nos occasions. Maintenant, à nous de se remettre la tête à l'endroit, même si on n'a pas la tête à l'envers, mais de retrouver cette grinta, cette faim. Elle n'est pas partie, mais je pense qu'aussi avec l'enchaînement des matchs, c'est aussi un peu normal qu'on connaisse une petite période de dur, si je peux dire. Maintenant, il va falloir continuer à travailler et faire le dos rond. Il est l'heure de faire le petit récapitulatif de la soirée avec 2 résultats. 2 fois, 1 partout, tout simplement, entre Winterthur et Sion et entre Young Boys et Lugano. 3 matchs sont au programme demain. Un alléchant Bâle-Servette, avec également le derby zurichois entre Getse et Zurich. Mais ça commencera avec Saint-Gall. Lucerne, au classement, il y a du changement puisque Lugano est de retour provisoirement sur le podium en haut du classement. IB est toujours largement devant et ça change. Vous le voyez au niveau de la lanterne rouge puisque Zurich est désormais dernier, mais là aussi avec un match en moins. En Challenge League, 8 équipes étaient en lice hier soir et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé, il faut l'avouer, pour les clubs romans. On retrouve Daniel Romano. Les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour Xamax, battu 3-2 sur la pelouse de Ville. Comme contre Lausanne, les Rouges et Noirs ont marqué en premier avant d'encaisser le but décisif dans les derniers instants. 85e minute, Dickenman reçoit la passe de Lukembila et oblige Xamax à concéder son 3e revers consécutif. 1 point sur 12 en 2023, le surplace de Neuchâtel continue. Ville s'offre quant à lui un 3e succès de suite avant la réception de Lausanne et un déplacement à Yverdon qui a laissé filer ses premiers points depuis la 17e journée au mois de novembre. Au stade municipal contre Vaduz, les Vaudois ont mené 2 fois au score grâce à un doublé de Beyer. Le 1-0 de la 49e minute est génial. L'attaquant français élimine Omerovic et l'assistant avant de tromper Buchel. Les Vaudois pensent être venus à bout de l'avant-dernier du classement avec le goal de la 85e minute qui sent bon les 3 points. Mais dans la 3e minute du temps additionnel, Fer trompe Martin avec l'aide du poteau. Score final, 2-2. Défaite interdite pour Stade Lausanne ou Chiatoun s'il voulait garder son adversaire direct à distance. Après une faute légère de Deller sur Aydini, c'est le Genevois lui-même qui a ouvert le score sur penalty à la 23e minute, inscrivant son 3e but en 2 matchs. 3 buts en 2 matchs également pour l'inévitable Kuremateng. Après son doublé à Vaduz la semaine dernière, l'attaquant allemand, bien servi par Matoshi, a remis les 2 équipes dos à dos. L'équipe de Mauro Lustrinelli a tout tenté pour arracher les 3 points avec 19 frappes au but et plusieurs immenses occasions dans le temps additionnel. Steffen a sorti le grand jeu devant Matoshi à la 93e minute avant d'être sauvé par la barre moins de 180 secondes plus tard. Rageant pour des Tounois mal payés qui devaient gagner pour pouvoir revenir fort dans le rétro du slow. On a perdu 2 points. C'est dommage parce que Stade Lausanne, ils sont allés avec un avantage avec un penalty qu'il n'y avait pas. Puis l'arbitre il s'est aussi excusé. Mais quand même, on a construit beaucoup d'occasions pour gagner le match. Il a manqué vraiment l'efficacité. C'est très dommage parce qu'on n'était pas très bien payé, ça fait du mal, ça, c'est dommage. Anthony Breza, est-ce qu'on peut résumer ce match en disant satisfait de vos joueurs, moins de la prestation de l'arbitre? Non, après, voilà, j'ai pris rouge, je dois rester neutre aussi, je dois avoir une meilleure gestion des émotions. Mais c'est clair que
2 fois, il annonce corner et puis mon gardien ne la touche pas. C'est ça qui est un petit peu frustrant. Mais bon, voilà, je suis avec mes joueurs, je suis le deuxième homme toujours sur le banc et je suis à fond avec eux. C'est des jeunes. Alors oui, je ne dois pas m'emporter et puis je m'en excuse vis-à-vis du corps arbitral. Mais je suis content d'avoir pris un point ici parce que c'est toujours délicat sur synthétique. C'est une bonne équipe. Maro les fait bien jouer. On a fait 60 bonnes minutes. Après, on a courbé un petit peu et puis bravo à Toon d'avoir mis une pression énorme. Mais voilà, c'est important d'arrêter l'hémorragie, comme j'ai dit, et de prendre un point. Un premier point en 2023 après 3 défaites consécutives pour le Slow qui a su garder Toon à distance mais qui a peut-être aussi laissé s'échapper le train des premières places en cas de succès de Lausanne contre Bellinzone demain. Vous connaissez 3 résultats de cette 22e journée de Challenge League. Il y avait un dernier match hier soir et il y a eu là aussi beaucoup de buts avec un score de 2-2 entre le FC Chafouz et le FC Haro. Dernière rencontre au programme, ce sera pour demain avec le Lausanne Sport qui accueillera Bellinzone sur les coups de 16h30. Au classement, le LS a l'occasion de se rapprocher d'Yverdon tenu en échec. Les Norvaudois cèdent la première place à Ville. Le Slow cale un peu alors que Neuchâtel-Xamax voit Vaduz s'envoler. Il y a désormais 6 points de retard pour les Rouges et Noirs. Johan, on sent quand même le Lausanne Sport peut-être sur l'ensemble de la saison. Alors au début, c'est vrai, on a Yverdon qui est encore là, hein, qui est deuxième, mais sur l'ensemble de la saison, avec l'expérience peut-être qui est la sienne, pouvoir passer l'épaule par rapport au Slow, par rapport à Yverdon et à Ville. On l'espère pour les Lausannois. C'est vrai qu'ils ont eu une petite période de moins bien et ils ont l'air d'être bien partis dans cette année 2023. En tout cas, on espère que, oui, au vu de l'effectif et de l'expérience qu'a cette équipe, de les trouver dans les 2 premiers. Avant de se quitter, eh bien, je vous donne évidemment rendez-vous demain pour la suite du programme. Il y a un très alléchant Bâle-Servette, mais l'amuse-bouche, ce sera Saint-Gall-Lucerne. Johan, je crois que vous restez sur le plateau toute la nuit, hein, c'est ça? Je dors ici, j'ai le sac de couchage ici. Ouais. Ouais. Vous serez par contre avec Vincent Rigolet qui viendra allumer la lumière demain matin dans ce studio. Les matchs donc dès demain à 14h. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Johan Lanfa. Merci également à vous, chez vous, et rendez-vous demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.